Bonjour à tous et bienvenue à la section 4.1 sur la cinématique de rotation. Ce qu'on veut faire ici, c'est définir la position, vitesse et accélération angulaire, donc un nouveau mot, décrire le mouvement d'un corps en rotation uniformément accéléré, puis calculer l'accélération d'une particule qui fait partie du corps en rotation. Alors, jusqu'à présent, quand on abordait des problèmes de mouvement dans les chapitres 1 à 3, on considérait que chaque point d'un objet subissait le même mouvement, le même déplacement. Okay? Donc, par exemple, dans la situation A, si je regarde le déplacement du point en haut du triangle, on fait un déplacement comme ça. Ce déplacement-là, c'est exactement le même que si je regarde le point en bas à gauche. Il fait ce déplacement-là, et le point en bas à droite, lui aussi, fait le même déplacement. Donc, chaque point de l'objet faisait le même déplacement. Donc ça, on pouvait simplifier ça en supposant un point en plein centre de l'objet, puis on regardait le point se déplacer et on appliquait notre deuxième loi de Newton, et bon. Dans la situation B, par contre, si je regarde le point d'en bas, lorsqu'il se déplace ici, on fait un petit arc de cercle. Mais le point d'en haut, on fait un plus grand arc de cercle. Donc un objet comme ça, on n'en avait pas. On n'en avait pas rencontré jusqu'à présent parce que chaque point de l'objet ne subit pas le même mouvement. Et donc, ça aurait rajouté une couche de complexité à nos problèmes. Même chose avec la situation C. Ici, c'est encore plus flagrant. Si je regarde un point à l'extrémité de la tige qui tourne, ben, on voit que ce point-là fait un grand déplacement, tandis que les points plus proches du centre, ben, ils font des petits déplacements. Donc ça aussi, une situation comme ça, on n'en a pas regardé dans les chapitres 1 à 3. Par contre, dans le chapitre 4, ben là, c'est justement ces situations-là que nous allons regarder. Donc là, on va regarder des objets entiers qui tournent sur eux-mêmes. Donc ça veut dire que chaque point constituant l'objet ne vont pas avoir le même déplacement, mais par contre, l'objet en entier va tourner ensemble. OK? Donc, c'est ce qui nous attend dans le chapitre 4. Alors, c'est ce qu'on appelle la cinématique de rotation. Donc, comment un objet en rotation va évoluer. Comment son mouvement va évoluer. C'est ça la cinématique de rotation. Donc, afin de décrire le mouvement de rotation de ces objets-là, nous avons besoin de 3 nouveaux termes qui s'appellent position angulaire, qui se donne avec un angle, l'angle θ, j'y reviendrai. On va avoir besoin aussi de vitesse angulaire, qui se donne avec la lettre grecque oméga, et finalement l'accélération angulaire, qui se donne avec la lettre grecque alpha. Pour commencer tranquillement à vous faire comprendre c'est quoi ces nouveaux mots-là, on va aller regarder une vidéo. Okay, ce qu'on va voir ici, c'est un escadron de cadets qui sont en train de faire une parade, là, et ce que vous voyez en ce moment, on voit qu'ils sont en formation. Là, ils ont créé une croix comme ça. Et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se déplacer. Ils vont marcher de telle sorte que la croix va rester formée et ils vont s'arranger pour faire tourner la croix tout le monde en même temps. Donc, on regarde. Voilà. Donc, on voit la croix qui tourne. Ce que j'aimerais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est la vitesse de marche des cadets. Okay? Si vous regardez un cadet qui est proche du centre de rotation, ici, regardez les pas qu'il fait. Il fait des tout petits pas. Okay? C'est juste pour dire s'il se déplace. Par contre, si à l'inverse, je regarde le cadet qui est à l'extrémité, lui, si je le regarde aller, il fait des grands pas. Il fait des pas beaucoup plus grands que celui au centre. Pourquoi il doit faire ça? Mais c'est parce que lui, étant donné qu'il est loin du centre de rotation, ben, il doit parcourir un plus grand arc de cercle que le cadet qui est proche du centre. Donc, c'est là que la distinction arrive. Le cadet sur l'extrémité devra avoir une vitesse linéaire plus grande que le cadet au centre. Sa vitesse linéaire, on peut la voir avec la grandeur des pas qu'il fait. Par contre, leur vitesse angulaire à ces deux cadets-là seront la même. Parce qu'ils font partie du même objet qui tourne. Okay? La vitesse angulaire, là, voyez ça comme étant un nombre de tours par seconde. Donc ça veut dire que ces deux cadets-là veulent faire le même nombre de tours par seconde, mais par contre, le cadet à l'extrémité doit marcher plus vite.
Donc, s'il marche plus vite, sa vitesse linéaire est plus grande, mais sa vitesse angulaire est égale. Okay? On va revenir là-dessus, mais ça vous donne quand même une idée, je pense, de la distinction entre les deux. Vitesse linéaire versus vitesse angulaire. Alors, de retour au PowerPoint. Donc, position angulaire, bon, je l'ai dit, là, ça se donne avec un angle, l'angle θ. Donc, la position angulaire du corps en rotation, ça donne essentiellement l'inclinaison d'un objet. Pour donner sa position angulaire, évidemment, ça nous prend un point de référence. Et le point de référence, là, c'est le segment P-axe et la référence θ égale à 0. Bon, là, ça, c'est pas évident. Qu'est-ce que ça dit? Bon, je vous montre un schéma dans un instant, ça va être beaucoup plus clair. La position angulaire, θ, est donnée en tours, en degrés ou en radians. Dans le cas de nos exercices, nous, on va donner une position angulaire en radians. On fera un retour dans un instant sur c'est quoi un radian, là. Donc, pour l'instant, faites juste retenir qu'on donne une position angulaire en radians. Donc, petite comparaison entre linéaire et angulaire. Position linéaire, hein, on avait besoin d'un axe, bien sûr, mais on avait besoin d'une origine, x égale à 0. Ensuite, si mon bloc se déplace, ben, sa position x est donnée toujours par rapport à l'origine. Là, il va falloir faire la même chose dans le monde angulaire. Mais là, on va revenir sur la définition ici qui n'était pas claire, là. Elle correspond à l'angle qui relie le segment P-axe et la référence θ égale à 0. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Ça veut dire que si je regarde mon objet, je dois fixer un axe de rotation. L'axe de rotation, c'est l'étoile. OK? L'étoile, c'est finalement le point qui ne bouge pas. OK? Puis tout le reste de l'objet va tourner autour de ce point-là, autour de l'axe de rotation. OK? Quand mon objet est comme ça, il est horizontal, je peux supposer qu'ici, je suis à la position angulaire θ égale à 0. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a mis le pointillé θ égale à 0. Ensuite, si j'incline mon objet, voyez-vous, ça fait un angle θ ici. C'est ça l'angle θ qui relie le segment P-axe. Le segment P-axe, c'est la droite en noir ici. Et la référence θ égale à 0. La référence θ égale à 0, c'est ça ici. Donc l'angle θ qui est là, c'est ça ma position angulaire. Okay? Ça me donne finalement la position de mon objet, mais en angle. D'une position. C'est pour ça que je préfère appeler ça l'inclinaison de l'objet. Okay? La position angulaire donne l'inclinaison par rapport à la référence θ égale à 0. Et ça se donne en radians, bien important. Petit retour sur ce qu'on entend par position angulaire. Bon. La position angulaire, c'est essentiellement une autre façon de donner des angles. Bon, probablement que vous êtes habitué à des angles allant de 0 degré jusqu'à 360 degrés. Vous savez qu'un tour complet, c'est 360 degrés. Donc, un demi-cercle, c'est 180 degrés. Un quart de cercle, c'est 90 degrés. Bon. En radian, un tour, c'est 2 pi radians. Donc, un demi-tour, c'est pi radian. Un quart de tour, c'est pi sur 2 radians. OK? Donc, c'est tout simplement une conversion, comme ça. L'avantage des radians. Pourquoi on veut travailler en radians? Ben, c'est à cause de ça ici. OK? Si je prends un morceau de mon cercle, si je prends un arc de cercle, par exemple, si je regarde l'arc de cercle qui part ici, là, et qui s'en va jusqu'à pi sur 6, puis je veux connaître cet arc de cercle-là, je peux le faire facilement si je connais mon angle en radian, mais si je l'ai en degrés, c'est un peu plus compliqué. En radian, mon arc de cercle, donc voyez-vous la longueur de mon arc de cercle, est donnée en relation avec θ en radian. Bien important, mettez du fluo dans vos notes, le θ qui est là doit être en radian. Donc le L qui est là peut être donné en fonction de θ et en fonction de R, R étant la distance entre l'axe de rotation et le point où on regarde. Et donc, cet arc de cercle-là est tout simplement égal à θ fois R. Mais ça fonctionne seulement si mon θ est en radian. S'il est en degrés, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on veut s'habituer, là, puis toujours donner des angles en radian. Okay? Vitesse angulaire. Oméga. Je l'ai écrit ici parce que des fois, les gens appellent ça W, là, mais W, on l'avait déjà vu pour le travail. Donc, on essaie de varier les lettres là, autant qu'on peut. Donc, vitesse angulaire, c'est oméga.
Qu'est-ce que c'est la vitesse angulaire? Ben, c'est le taux de variation de la position angulaire en fonction du temps. Okay? Donc, une vitesse, on en a déjà vu plusieurs fois. Donc, par exemple, si je reviens à notre vitesse linéaire, chapitre 1, on avait vu ça. On avait dit que la vitesse, ben, c'est le taux de variation de position par rapport au temps. Et donc, on disait, ben, si mon objet se déplace vers la droite, par exemple, je suis dans le même sens que l'axe des X, donc ma vitesse est positive. Dans le sens contraire, ma vitesse est négative. On va retrouver à peu près la même chose dans le monde angulaire. OK. Souvenons-nous que dans le monde angulaire, ma position est donnée en position angulaire, en θ, en angle, en radian. Bon. Mais la vitesse angulaire, c'est, si on veut, la vitesse de rotation de l'objet. Donc, c'est à quelle vitesse est-ce que l'objet va tourner sur lui-même. Et cette vitesse angulaire-là, on peut l'obtenir avec, encore une fois, une dérivée qui est semblable à celle-là ici, mais dans le monde angulaire. Donc, la vitesse angulaire, c'est la dérivée de la position angulaire par rapport au temps. Donc, c'est à quelle vitesse, quelle est la variation de position angulaire par unité de temps. Et là, ici aussi, on va avoir besoin d'un sens positif et d'un sens négatif. Donc, le sens positif, c'est si la rotation est en sens anti-horaire. Et négatif si on tourne en sens horaire. D'où est-ce que ça vient, ça? Ben, ça vient du cercle trigonométrique, en fait. Vous voyez le cercle trigonométrique, on commence ici à 0 et on augmente notre position comme ça en tournant en sens anti-horaire. Donc, c'est la même logique pour la vitesse angulaire. J'aurai une vitesse positive si je tourne en sens anti-horaire et bon, à l'inverse. Et les unités de la vitesse angulaire, ce sera donc des unités de position par unité de temps. Donc, c'est des radians par seconde. Voilà. Vitesse en radians par seconde. Ce qui nous amène ensuite à l'accélération angulaire, lettre alpha. C'est le taux de variation de la vitesse angulaire en fonction du temps. OK? Donc, même chose, on peut faire une comparaison entre le monde linéaire et angulaire. Monde linéaire, l'accélération, c'est la variation de vitesse par rapport au temps. Et dans le monde angulaire, ben, l'accélération, ça va être la variation de vitesse angulaire par rapport au temps. Autrement dit, l'accélération, c'est le changement de vitesse de rotation par unité de temps. Et il existe encore le même petit truc que dans le monde linéaire, c'est-à-dire que si mon accélération et ma vitesse angulaire sont de même signe, ça veut dire que j'ai une rotation de plus en plus rapide. Mais si on est de signe inverse, ben, j'ai une rotation de moins en moins rapide. Voilà. OK. Faisons un petit exemple. Je pense assez simple là, qui va nous faire pratiquer ça. Donc, on a un DVD qui tourne sur lui-même de manière constante en faisant 1000 tours par minute. Première question, quelle est la vitesse angulaire en radians par seconde? Bon. Une vitesse angulaire, c'est un nombre de tours qu'on veut exprimer en radians par unité de temps. Donc là, dans l'énoncé, on nous dit qu'on a une vitesse angulaire de 1000 tours par minute. Mais moi, je veux une vitesse en radians par seconde. Donc, je vais devoir convertir mes unités qui sont là. Je sais qu'une minute, c'est 60 secondes, bien sûr. En A, je cherche la vitesse angulaire, puis en B, je cherche l'accélération angulaire. Donc, commençons par le A. Donc, ma vitesse angulaire, c'est la variation de position en fonction du temps. Donc, j'ai fait 1000 tours par minute. 1000 tours, ça veut dire 1000 fois 2π radians. Voyez-vous, c'est pas 2πr. Non, non. Parce que quand je fais un tour de cercle, combien de radians ai-je parcouru? J'ai parcouru un angle de 2π. Donc, 1000 fois un tour de 2π divisé par 60 secondes, parce qu'il y a 60 secondes dans une minute, ça me donne la vitesse angulaire, 104,7 radians par seconde. Okay? La difficulté ici, là, c'est ça, là, en fait. Il ne faut pas multiplier par 2πr. Okay? On aurait multiplié par 2πr si on avait voulu trouver la vitesse linéaire d'un point qui est à l'extrémité du disque. Là, ça m'aurait donné une vitesse en mètres par seconde. Mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais un nombre de radians, donc un nombre d'angles parcourus par seconde. Un tour, c'est 2π radians. Donc, divisé par 60, ça me donne ça. Okay? Dans l'énoncé, on me disait qu'on tournait à vitesse constante avec le DVD.
Donc, si je veux calculer l'accélération angulaire, ben, c'est 0. Parce que si ma vitesse angulaire est constante, ben, même logique, si ma vitesse est constante, je n'aurai pas d'accélération. Jusqu'ici, c'est une accélération angulaire, donc je n'ai pas d'accélération angulaire. Voilà. Bon. Ceci dit, il ne faut pas confondre l'accélération angulaire avec l'accélération centripète. C'est deux choses complètement différentes et parfois on a tendance à les mélanger. Par exemple, donc si je reviens avec mon exemple du DVD qui tourne. Un corps qui tourne sur lui-même avec une vitesse angulaire constante possède une accélération angulaire nulle. Ça, c'est ce qu'on vient tout juste de voir dans l'exercice. Hein, mon DVD, s'il tourne à vitesse constante, donc ça veut dire que son accélération de rotation ou accélération angulaire, elle est nulle. Par contre, j'ai une accélération centripète. Parce qu'une accélération centripète, ça s'applique à chaque molécule du DVD. Donc, chacune des particules de mon DVD possède une accélération centripète qui est orientée vers le centre de rotation. OK? Comme toujours. Donc, voici un exemple. Si je regarde la particule qui est là, je vais l'animer. Voilà. Donc, vous voyez que ma particule, elle tourne. Elle fait une trajectoire circulaire. Donc, cette particule-là subit une accélération centripète, bien sûr, parce qu'elle tourne. Mais pourtant, elle n'a pas d'accélération angulaire parce qu'elle tourne à vitesse constante. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Il existe des relations pour faire le lien entre le monde linéaire et le monde angulaire. Donc, vous voyez, c'est les trois équations qui sont là. Donc, ça, c'est position linéaire, vitesse linéaire et accélération linéaire. C'est bien simple. Comment on fait pour passer d'un monde à l'autre? Bien, il faut tout simplement prendre la position angulaire multipliée par la distance r. La distance r, je répète que c'est ce qui relie l'axe de rotation avec le point P de l'objet qu'on a choisi. Donc, r fois la position angulaire donne la position linéaire. R fois la vitesse angulaire donne la vitesse linéaire. R fois l'accélération angulaire donne l'accélération linéaire. Voilà. Donc ça va me permettre de passer d'un monde à l'autre. Okay? Puis, revenez à ce schéma-là, si c'est pas clair, là, hein, le R, c'est ça ici, et la position linéaire, ça serait la position le long de mon axe X qui est courbé, là, comme on faisait au chapitre 1. Tandis que ma position angulaire, c'est l'angle θ qui est ici. Okay? C'est facile de se mélanger. Donc, revenez à ça si c'est pas clair. OK, qu'est-ce qui arrive maintenant avec l'accélération totale? Parce que là, on a vu accélération linéaire, accélération centripète et accélération angulaire. Donc là, on est un peu mélangé. Bon. Là, il faut faire attention. Parce que quand on parle d'accélération angulaire, on parle de l'objet. Okay? L'objet a une accélération angulaire si sa vitesse de rotation change. Par contre, si je veux parler d'accélération tangentielle, centripète ou accélération totale, ce sont des accélérations qui sont seulement appliquées aux particules. Donc pour ça, je dois choisir un point sur mon objet qui est en train de tourner, par exemple ce point P-là. Et ces accélérations-là vont dépendre de la distance r qui sépare le point de l'axe de rotation. Si vous revenez tantôt à mon exemple des cadets qui tournent, le cadet qui était à l'extrémité devait se déplacer beaucoup plus vite que le cadet qui était au centre. Parce que leur distance R par rapport au centre de rotation n'était pas le même. Okay? Donc ça va avoir un impact, bien sûr, sur leur accélération centripète et donc sur l'accélération totale. L'accélération centripète, c'est V carré sur R, mais comme on vient de le voir, si je veux faire le lien entre vitesse linéaire et vitesse angulaire, ben vitesse linéaire, c'est R fois vitesse angulaire. Donc là, j'ai un R qui s'annule en haut et en bas, et donc j'obtiens cette expression-ci. Ça me permet de trouver l'accélération centripète si je connais la vitesse angulaire. Voilà. Et pour ce qui est de l'accélération linéaire, ben on vient de le voir, là, c'est directement ça. Mais n'empêche que l'accélération totale d'un point, le point qui est là par exemple, ça va rester la même chose comme on avait vu au chapitre 1. C'est-à-dire accélération centripète au carré plus accélération tangentielle au carré. Racine carrée, là, comme on faisait avec Pythagore. Voilà. Et donc ça veut dire que
je peux appliquer des équations de MUA, mais pour la rotation. Les équations de MUA, vous les avez ici, mais pour la rotation, on appelle ça des équations de rotation uniformément accélérée. Donc des RUA. Et on a les 4 équations du RUA qui est là. Puis si vous regardez, chacune des 4 équations, c'est exactement la même logique que les équations linéaires. Regardons la première. Ça, c'est vitesse finale est égale à vitesse initiale plus accélération fois le temps. Bon, c'est des vitesses angulaires et une accélération angulaire. Mais ça s'applique de la même façon que ça. C'est juste qu'ici, on est dans une rotation. Même chose avec la deuxième. Position finale est égale à position initiale plus vitesse initiale fois le temps t plus une demi-accélération fois le temps t au carré. Même chose que ça. Même chose ici, même chose ici. Okay? Donc, ça s'applique de la même façon. C'est juste qu'ici, on a des unités différentes. Voilà. Donc, en résumé, ça, ce petit tableau-là peut être pratique parce qu'ici, vous avez tous les paramètres linéaires qu'on a vus depuis le chapitre 1. Les paramètres angulaires, donc rotation, quand on a un RUA, on a ces équations-là. Et pour faire le lien entre linéaire et angulaire, ben, c'est les 3 petites équations qu'on a vues. Puis on pourrait rajouter aussi l'équation d'accélération centripète, qui est ici. Voilà. Donc ça résume bien, je pense, là. La section 4.1. Petite note importante, les pages 451 à 455 ne sont pas au programme. Alors, si vous êtes de ceux qui aimez là, regarder le livre, on n'aura pas ça à faire. OK? Ça, ici, ce qui arrive, dans le fond, c'est, par exemple, si je regarde une roue qui roule. Une roue qui roule sur la rue, sans glissement, c'est un peu plus poussé parce que ça veut dire qu'il faut convertir, entre guillemets, la rotation de la roue en déplacement total de la roue sur le sol. Bon, ça se fait, c'est pas si compliqué que ça, mais j'ai décidé de le couper, donc ça, on ne le fera pas. Okay? Le reste de la section 4.1, bien sûr, est au programme, mais pas ces pages-là. Donc, 451 à 455. Et bien sûr, les exercices dans la liste d'exercices que je vous ai donné reflètent que ceci n'est pas au programme. Donc, vous n'avez pas d'exercice de ce style-là dans la liste d'exercices. Alors, voilà pour la section 4.1. À très bientôt pour 4.2.